Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission chez Dr Naomi, une émission 100% afro-caribéenne. Aujourd'hui, on est sur la thématique de Octobre Rose et pour ça, j'ai l'honneur d'avoir avec moi une femme qui m'a toujours inspirée, d'une part par son parcours professionnel, mais encore plus avec ce combat qu'elle mène au quotidien. Et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Sandrine, la fondatrice de Kalia Nature, que je vais laisser se présenter bien évidemment. Bonjour Naomi et bonjour tout le monde. Je suis ravie de rejoindre ta chaîne et de participer à cette interview. Donc, je suis Sandrine, la cofondatrice et formulatrice de la marque Kalia Nature, qui est une marque destinée aux cheveux texturés avec des ingrédients inspirés de la Caraïbe et essentiellement de la pharmacopée de la Caraïbe. Bon bah super, je sais que tu pourras nous en dire beaucoup plus après parce que forcément quand on parle capillaire, produit de la pharmacopée traditionnelle caribéenne, forcément c'est un sujet qui m'attire, j'ai hâte de pouvoir en savoir un petit peu plus. Mais bon, comme je te l'ai dit, on est sur la thématique de Octobre Rose et pour ça j'ai bien évidemment réalisé un micro-trottoir pour pouvoir questionner différentes femmes sur cette thématique. Je vous montre ça de suite. Que t'évoque Octobre Rose? C'est la semaine pour... c'est la recherche pour le cancer du sein, c'est ça? Voilà. Donc, avec différentes émissions. Alors, Octobre Rose, c'est le mois de prévention des cancers du sein. Donc, ça doit nous rappeler qu'il faut se faire dépister, qu'il faut faire de l'autopalpation et qu'il faut faire sa mammographie. Octobre Rose, pour moi, ce serait représentatif principalement de la femme, puisqu'on en parle beaucoup. C'est tout ce qui est par rapport au cancer du sein, la couleur rose. Donc voilà, pour moi, Octobre Rose, ce serait plus mettre en avant l'ensemble des femmes dans tout leur domaine. Effectues-tu régulièrement des gestes d'autopalpation ou des mammographies? Oui, je les fais régulièrement. De par des connaissances qui ont eu le cancer du sein, donc j'ai appris à faire la palpation, mais qui était suivie par mon gynécologue déjà. Et j'ai anticipé la date pour faire une mammographie de moi-même parce que j'ai dans mon entourage quelqu'un de moins de 30 ans même qui a eu le cancer du sein, donc du coup ça m'a un peu alertée. Plutôt des mammographies, hein. J'en fais quand même assez régulièrement puisque j'ai un parent qui est atteinte du cancer du sein. As-tu déjà été en contact d'une femme ayant eu le cancer du sein? Oui, c'est ma sœur qui était atteinte de cancer du sein. Je l'ai quand même suivie puisqu'elle a fait sa chimio, elle a été opérée quand même de ce cancer. Et ça fait 10 ans, elle est en rémission, donc voilà. Donc oui, j'ai eu malheureusement et heureusement, parce que j'ai 3 cas différents qui me viennent tout de suite en tête. Une qui en est décédée et ça a été très dur, mais qui a perdu énormément de poids. Et j'ai essayé d'être là avec elle, surtout sans particulièrement parler de sa maladie, mais d'autodérision sur tout ce qui était de la vie au quotidien. Donc voilà. Ensuite, j'ai une autre amie qui, elle, a été par rapport justement à la médiatisation donc, du cancer du sein qui a été d'elle-même, qui était dans l'âge proche et qui l'a découvert. Donc, elle l'a pris en tant que conquérante et donc j'ai été l'accompagner pour sa première chimio et dans le sens où, voilà, c'est essayer de l'accompagner mais sans penser à la maladie en elle-même, mais surtout dans le sens où elle va y arriver. Et il y a un troisième cas où c'est une jeune fille de moins de 30 ans, une amie, qui l'a passé. Et je pense que la partie qui a été le plus dur pour elle, c'est quand on est jeune femme, elle n'a qu'un enfant, c'est dans le sens où quand tu perds tes cheveux, c'est plus le côté femme qui est représentatif qui a été plus marquant. Et là, c'était l'accompagner en lui montrant que, pas forcément avec des perruques, mais avec un marée-tête et des trucs comme ça, elle peut être tout aussi femme. Alors, on se sent d'abord abattu et puis après, une fois qu'on a pleuré, qu'on a accusé le coup, on se bat parce que il faut vivre. Donc, on s'arme de force, de courage. L'entourage est important, surtout s'il est bienveillant. Et ça fait partie aussi et ça aide beaucoup dans le traitement et dans la guérison. Le discours et voilà, les 3 sont très poignants. Et moi, il y a tout juste un an, je commençais ma première chimio. Donc c'est vrai que c'est encore frais, c'est tout récent. Donc effectivement, tout ce qu'elles ont dit autour de la maladie, des aidants et de l'approche de la féminité, ce sont des choses effectivement que j'ai ressenties.
Bon, je peux vraiment comprendre que tu aies été émue, surtout quand tu passes, toi, à travers toute cette pathologie et tous les effets indésirables qu'on peut également y avoir. On aura l'occasion de vraiment échanger dessus. C'est vrai que c'est un sujet très délicat et finalement, tu vois, même en faisant les micro-trottoirs, je me disais, est-ce que je vais tomber sur des femmes qui ont eu le cancer ou qui ont eu dans leur entourage des personnes qui ont été atteintes de cette pathologie? Et finalement, les 3 femmes que j'ai pu rencontrer ont donc 2 qui ont été justement aidants et accompagnants, dont une à la fin qui justement avait également le cancer du sein. Et je me suis dit, c'est là qu'on voit qu'en fait c'est une pathologie qui nous touche de près ou de loin, d'où l'importance encore plus de venir faire cette vidéo pour sensibiliser à travers ton témoignage. Donc merci encore une fois d'être là à nos côtés. Alors peut-être là, pour te remettre un petit peu de tes émotions, peut-être d'abord parler de toi, de qui tu es, parce que pour moi, voilà, comme je l'ai dit, tu as toujours été une femme qui m'a inspirée. Donc je voulais que tu puisses partager un petit peu ton parcours auprès de toutes les personnes peut-être qui ne te connaissent pas. Je suis la créatrice et, comme je le disais, formulatrice de la marque Calia Nature, des produits Calia Nature. Pour la petite histoire, les produits sont nés il y a un peu plus de 17 ans. Ma fille Nila est très grande prématurée, 1,3 kg, 26 cm. Donc elle était très fragile, elle est restée, moi pour ma part, j'ai été hospitalisée pendant 2 mois parce qu'il y avait un retard de croissance. Et donc j'ai subi un traitement hormonal pour faire maturer ses poumons avant qu'elle ne puisse sortir. Et lorsqu'elle est sortie, effectivement, elle devait elle-même mener son combat pour survivre, pour vivre. Et avec tout ce que ça génère derrière, avec des problématiques respiratoires, des problématiques de peau. Quand c'est ton premier enfant, t'as envie de bien faire. Donc elle est sortie de l'hôpital. Et forcément, j'avais envie de lui apporter, de lui prodiguer des soins plutôt sains, plutôt naturels. Alors quand elle est bébé, ça va encore. Et quand elle a commencé à grandir et à avoir son cheveu crépus, c'est devenu très vite compliqué de trouver des produits en magasin bio ou naturels adaptés à notre typologie de cheveux et besoins. Moi, je viens en métropole. Dans la Caraïbe, on a toujours une grand-mère ou quelqu'un qui va te donner des produits, des astuces. Ici, je ne trouvais absolument rien. Et bien entendu, je me suis remémoré les soins de ma grand-mère. J'avais cette chance que ma grand-mère Bernadette vendait ses produits, ses fabrications sur le marché de couvert de Fort-de-France, qui n'existe plus. Donc je parle bien de l'ancienne version du marché couvert de Fort-de-France. Et l'avantage d'avoir été élevée à ses côtés, parce que ma maman m'a eu très jeune, à l'âge de 17 ans. Et donc j'ai commencé à formuler pour Nila des produits en basant sur les recettes de ma grand-mère, tout simplement. Et puis il y avait cette question aussi essentielle qu'on peut aborder maintenant, qui est aussi le fait de transmettre une histoire à son enfant, de transmettre des valeurs à son enfant. Et à l'époque, je défrisais mes cheveux. Et je me suis dit, il y a une incohérence. Tu proposes à ta fille, ou tu prodigues des soins naturels, tu véhicules un discours d'amour de son cheveu crépus, de sa couleur de peau, et toi-même, tu défrises tes cheveux. Donc, il y avait une incohérence. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de défriser mes cheveux. Il faut dire qu'à l'époque, je travaillais dans un grand groupe de cosmétiques capillaires. J'y ai travaillé 17 ans. Et donc, cette incohérence venait aussi avec l'incohérence que j'avais vis-à-vis de ce grand groupe. Donc, j'ai commencé à formuler, mais je ne suis pas formulatrice de base, je le précise, et je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. Moi, je suis plutôt je faisais du contrôle de gestion. Et donc, je me suis formée à la formulation des cosmétiques parce que je voulais vraiment aller plus loin, travailler sur les formules. Donc, je me suis formée à la formulation des cosmétiques ainsi qu'au réglementaire des cosmétiques. Et j'ai formulé pour Nila, pour moi-même, l'entourage m'a beaucoup sollicité. Et le déclic a eu lieu lors d'un séjour à New York où je me suis fait aborder par plusieurs Afro-américaines qui me disaient « Mais waouh, qu'est-ce que tu as mis dans tes cheveux? Qu'est-ce que tu as fait ?» Et mon mari m'a dit « Mais je comprends pas, on est quand même dans le pays où il y a des produits pour ton type de cheveux. » Et elle se pose encore la question de savoir comment tu fais pour avoir des cheveux aussi bien hydratés. Il me dit « Il y a peut-être quelque chose à travailler. » Et c'est lui qui m'a poussé à quitter mes 17 années dans ce grand groupe de cosmétiques pour lancer Calia Nature. Et nous sommes dans notre 8e année. Il faut savoir que Calia Nature, on traite tout de A à Z. Chez Calia Nature, tout est fait en interne. Donc, je continue à travailler sur les formulations. Je viens de voir arriver d'ailleurs avec moi une ingénieure chimiste qui va travailler, qui est d'origine guadeloupéenne, qui va travailler sur de nouveaux produits. Et le but, c'est de vraiment garder cette essence
de la marque du départ, des produits issus de la Caraïbe, avec des ingrédients de la pharmacopée peu connus. On utilise la sapote, l'huile de cucuy, on utilise également l'hibiscus, la spiruline. Voilà, l'idée étant de proposer des choses innovantes qui ont un intérêt pour nos cheveux. Et puis oui, l'année dernière, ça a été une onde de choc. Après un grand événement que je ne vais pas citer, mais qui a lieu au mois de juin durant 2 jours au Parc Floral de Paris, je suis très sensibilisée. Je sais que c'est une question que tu vas me poser par la suite, mais j'ai une tante qui a eu 2 cancers du sein et un cancer des ovaires. Et il se trouve qu'on lui a demandé de faire un test génétique. Ce test génétique, elle a eu les résultats pendant le Covid. Donc, bien entendu, tu imagines bien que quand elle m'a remis ce fameux courrier pour moi-même faire le test génétique, avec la peur qu'on a eue du Covid, je me suis dit, je vais remettre à plus tard ce test. Elle m'en a pris. Et là, je voudrais venir au geste d'autopalpation. Pour moi, c'est essentiel et important, mais pas qu'à faire soi-même. Il se trouve que cette tumeur, elle a été découverte par mon mari, qui un matin s'est réveillé et m'a dit, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu avais senti cela auparavant? Et tout de suite, on a été alertés et j'ai pris rendez-vous avec mon gynécologue. Donc, ça va être peut-être ta question suivante. Octobre rose, c'est sur un mois. C'est sur le mois d'octobre. L'autopalpation doit être faite tous les mois. Tous les mois. Parce que le corps change, le corps évolue. L'autopalpation, ce sont des gestes simples à appliquer, quelques secondes. Ça peut être un matin, on se définit que le 1er du mois, on va faire ce geste, on va lever les bras, on va prendre trois doigts, on va appuyer à des zones bien précises sous les selles, tout autour du sein, de chaque sein, et on va répéter ce geste. Il faut que ça devienne une habitude, et je dirais même que ces gestes devraient être montrés par les gynécologues à leurs patientes. Donc du coup, je comprends que tu avais quand même cette prédisposition un petit peu génétique que tu ignorais au départ. Donc ton mari qui découvre un petit peu au départ cette petite boule un petit peu anormale, et je trouve que c'est super intéressant de pouvoir aussi partager ça, même si c'est vrai que ça relève un petit peu de ton intimité, mais ça montre aussi l'impact que doit avoir la communication dans un couple. Ça veut dire que parfois on peut se sentir gêné, ça peut être un petit sujet tabou, etc. Non, il y a des sujets qui sont aussi à poser sur la table. Et effectivement, si lors d'un rapport ou dans son intimité avec son partenaire, il ressent ce type de choses-là, c'est important aussi qu'il puisse nous le partager parce que, comme tu l'as dit, l'autopalpation, c'est un geste à faire au moins 1 fois par mois, mais certaines personnes ne le font pas. Et finalement, celle qui touche notre poitrine le plus souvent possible, c'est notre partenaire. Donc c'est là aussi que c'est intéressant parce que Octobre Rose, c'est beaucoup de sensibilisation autour de la femme, mais l'intérêt aussi de pouvoir toucher, même si c'est un petit pourcentage d'hommes, mais qui puissent se sentir aussi concernés par cette pathologie, qui peut finalement venir toucher sa famille, aussi bien sa mère que sa compagne, et qui peut aussi toucher ses enfants. Donc c'est important quand même de les inclure aussi dans cette boucle-là. Complètement. Mon gynécologue m'a dit, vous voyez, Sandrine, dans une salle où il y a 10 femmes, il y en a 6 qui auront potentiellement un cancer du sein. Ah oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je veux dire, et là où il y a aussi une forme d'injustice, moi je fais partie d'un collectif qui réclame auprès du gouvernement des chiffres, parce que depuis 2018, on n'a plus de chiffres du nombre de cancers de sein en France. En Allemagne, au Canada, ces chiffres sont annoncés tous les ans. Et depuis 2018, on n'a plus de chiffres. Or, dernièrement, on vient d'annoncer que les cas de cancer ont augmenté, voire ce n'est pas simplement doublé, mais voire triplé en 5 ans. Le cancer du sein, il peut être génétique, comme le mien. Donc quand il y a de la prévention et quand effectivement il y a une prédisposition et qu'on est suivi, on peut éviter certains écueils. Mais il y a aussi malheureusement la pollution, la consommation. Il peut y avoir plein d'autres facteurs hormonaux aussi qui peuvent agir sur le cancer du sein. Donc on sensibilise sur le mois d'octobre parce que c'est la période où ça a été défini. Et c'est assez marrant parce que moi, enfin marrant non, mais la corrélation était forte. Mon cancer, j'ai commencé ma chimio le 20 septembre 2022 et je suis rentrée de plein fouet dans la période d'Octobre Rose et j'ai eu l'impression qu'Octobre Rose 2022, on n'a jamais autant parlé de sensibilisation
à cette cause. Donc je ne sais pas si c'est le fait que j'ai eu un cancer à ce moment-là, mais je pense que au sein des médias, des instances, on comprend l'importance de sensibiliser de plus en plus à cette période. Est-ce que pour toi, du coup, quand on parle de Octobre Rose, il y a cette sensibilisation, est-ce que ça peut être pour toi comme un coup de marketing pour venir mettre en avant des professionnels de santé, mais bon, certaines marques aussi qui sont positionnées sur ça. Il y a quand même l'aspect sensibilisation qui est important, mais comme on sait qu'après ça s'essouffle un petit peu, ou est-ce que ça a un réel impact, même si c'est une fois par an, mais ça permet peut-être au moins de toucher quelques personnes. Qu'est-ce que tu penses finalement de ça? C'est pas grave si c'est marketing. Je dirais exactement la même chose sur le cheveu texturé. Pendant des années, on ne nous a pas vus, on n'a pas proposé de produits adaptés aux cheveux texturés. Maintenant, certaines marques arrivent sur le marché et on voit ça comme à l'époque, quand j'ai commencé, on m'a dit « Oh, c'est un secteur de niche, ça va pas marcher ». Et maintenant, on a l'impression que le cheveu texturé, qui représente quand même 60% de la population mondiale, c'est le cheveu pour lequel il faut s'occuper. C'est pas grave s'il y a un côté marketing. Je pense que le consommateur, que j'appelle moi consomme-acteur, est assez intelligent pour faire la part des choses. Oui, Octobre Rose, c'est la période où on va faire de la sensibilisation. Mais si on arrive à toucher ne serait-ce qu'une femme, moi je sais que j'ai fait, dès que je l'ai su, j'ai fait un post sur Instagram pour l'annoncer. Et ma tante qui a eu 2 cancers du sein et des ovaires a appelé ma mère et lui a dit « Mais pourquoi elle a fait ça? Vu son statut, pourquoi elle a fait ça ?» Et j'ai répondu « Mais si j'arrive à toucher qu'une seule femme qui, en lisant mon post, se rend chez son gynécologue pour faire un test, c'est toujours une belle victoire. Une chose, une étape de gagner. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du petit colibri. C'est Pierre Rabhi, un philosophe, qui a raconté cette histoire. Il y a eu un feu dans une forêt. Et tous les animaux de cette forêt s'enfuient. Ils partent tous, sauf le petit colibri, qui, avec son petit bec, va récupérer de l'eau dans la rivière. Et les autres lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais, colibri? T'es fou, il t'arrive quoi ?» Il dit « Je fais ma part. Si tout le monde fait sa part, on arrivera à éteindre le feu de cette forêt. » Et je pense qu'Octobre Rose, effectivement, il peut y avoir des personnes qui jouent de ça pour le côté marketing. Il peut y avoir effectivement une mise en lumière qui est bien, parce que ça permet de faire connaître aussi des associations, ça permet de faire connaître la maladie, de comprendre, parce que certains ne savent pas qu'il y a plusieurs types de cancers du sein, que les hommes peuvent avoir aussi un cancer du sein. Donc si cette période-là permet effectivement d'avoir cette sensibilisation, même si ça s'essouffle un peu, ça permet en tout cas une prise de conscience. Et c'est ça qui est important, c'est que chacun puisse faire sa part. Je suis totalement d'accord avec toi, parce que finalement, dans le chacun, on a quand même des chiffres, même si c'est pas forcément tout le temps bien actualisé comme on le voudrait. Aujourd'hui, on sait quand même que le cancer du sein, c'est le principal cancer chez la femme, qu'on a plus de 50 000 nouveaux cas par an, plus de 10 000 personnes qui vont décéder chaque année. Et même si aujourd'hui on dit qu'effectivement la prévalence moyenne est autour de 50 ans, on sait que ça peut toucher des femmes beaucoup plus jeunes. Donc justement, si chacun, comme tu dis, vient faire sa part, communiquer, partager, sensibiliser auprès de son entourage proche et aussi, comme on le voit aujourd'hui, beaucoup sur les réseaux sociaux, ça permet déjà de vraiment faire une prise de conscience, parce qu'il y a ce côté facteur génétique, comme tu l'as dit, mais aussi tous les contextes environnementaux. On sait que c'est une maladie qui est hormonale aussi un petit peu dépendante. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question justement sur tout ce qui peut agir au niveau de notre contraception, plus ou moins à long terme. On peut se poser la question sur tout ce qui est alimentation transformée également, qui peut venir aussi impacter le tabac, l'alcool. Donc c'est plein de petits... Les cosmétiques. Donc, tu as tous ces petits sujets, en fait, indirectement, qui peuvent aussi, derrière, être aussi une source de sensibilisation. Donc, ça permet vraiment de pouvoir englober, en fait, tous ces sujets autour de la femme. Comme tu l'as dit, même l'homme aussi peut être touché du cancer du sein. Donc, c'est important de venir partager. Pour moi, même si c'est que une fois dans l'année, mais ça marque suffisamment l'esprit pour venir se dire, bon, effectivement, là, ça fait un petit moment. Et puis derrière, il suffit juste de pouvoir relire une petite affiche, de pouvoir entendre un petit podcast à ce sujet au cours de l'année pour remettre, en fait, en lumière et dans l'esprit tout ce qui a pu être communiqué lors de ce mois d'octobre. Oui. D'ailleurs, moi, je suis un collectif qui s'appelle le collectif Autopalpation, qui mène un combat, celui de pouvoir... elles ont créé une affiche, et cette affiche, elles aimeraient qu'elle soit disponible ou affichée dans la plupart des cabinets gynécologiques
ou chez les médecins. Parce que la répétition, le fait de revoir toujours la même chose, permet une meilleure prise de conscience. Si on n'a pas si on voit pas les gestes d'autopalpation, on va pas soi-même un matin se lever et se dire je vais faire le geste. Mais si effectivement quand on a dans le cabinet de son médecin, on a une affiche avec l'information comment faire votre autopalpation, si c'est répétitif, on sait, moi j'ai 2 enfants, éduquer c'est répéter. Donc si c'est répétitif, on aura plus de femmes qui prendront conscience qu'effectivement l'autopalpation c'est la première chose qui peut sauver des vies. Et moi clairement, mon type de cancer qui est un BRCA1A1 avait été mis en lumière à l'époque par Angelina Jolie, qui a su qu'elle avait ce gène de sa maman et avait décidé de retirer, de faire donc l'ablation de ses seins et de ses ovaires. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a compris effectivement qu'il y avait aussi la possibilité de contrecarrer l'arrivée d'un cancer quand il venait d'un gène. Donc, c'est la décision que j'ai prise, moi, effectivement, parce qu'il s'est déclenché sur un sein, mais pour éviter que j'ai un récidive, cancer, voire un 3e au niveau des ovaires, la décision a été prise et ça a été très dur, et je pense que c'est plus mon côté chef d'entreprise qui a fait que j'ai pris cette décision de faire l'opération en une seule fois, mais j'ai décidé de faire une double mastectomie et l'ablation des ovaires, avec une reconstruction avec des prothèses mammaires. On aura l'occasion de justement pouvoir rentrer un petit peu plus en détail sur ça, parce que là, on vient vraiment toucher la partie féminité, confiance en soi. Et pour moi, c'est vraiment important de mettre en lumière cela. Mais juste avant, je voulais peut-être échanger avec toi, parce que tu as vécu tout ceci au quotidien. C'est vrai qu'on parle, comme on l'a dit, beaucoup de l'autopalpation. Donc, pour rappel, comme on l'a dit, c'est vraiment prendre 3 doigts, venir en fait se toucher tout autour du sein. Donc, il y a différentes postures. J'aurai l'occasion, en tout cas, de faire un post dédié à ce sujet pour vraiment montrer les différentes techniques pour ça. Il y a aussi la mammographie. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait ou jamais ? Alors, j'avais déjà fait des mammographies, puisque forcément, famille à risque, depuis l'âge de 40 ans, parce que je précise que j'en ai 48, depuis l'âge de 40 ans, j'avais commencé à faire quelques mammographies, mais il faut savoir que lorsque mon gynécologue m'a envoyé faire une mammographie, une radiographie, j'ai failli repartir sans diagnostic. Pourquoi ? J'ai dû insister, parce que j'expliquais pourquoi je venais faire ma mammographie et ma radiographie. Et lorsque le radiologue m'a libérée, je lui ai demandé s'il avait vu cette petite masse pour laquelle j'étais venue prendre rendez-vous. Et il me dit, mais quelle masse ? Je dis, mais à tel endroit. Je suis venue spécifiquement pour quelque chose. J'en ai parlé d'ailleurs longuement avec votre collègue de la mammographie. Il me dit, mais où elle se trouve cette masse ? Et donc je lui montre. Il reprend son appareil, il appuie et il me regarde et il me dit, on va refaire l'examen. D'accord, ok. Donc peut-être qu'il s'est dit, ça va être un contrôle de routine, elle a rien, elle est venue pour vouloir faire son petit contrôle, alors que c'est important que chacun fasse bien les bons gestes, parce que si c'est négligé, derrière c'est la vie d'une patiente qui est entre les mains de ce praticien. Je suis une jeune femme qui est infirmière, qui a laissé passer 6 mois parce que le diagnostic, dès le départ on a dit qu'elle était trop jeune pour avoir un cancer du sein, et la petite masse on lui a dit que c'était pas grand-chose. Et 6 mois après, c'est devenu ça s'est métastasé. Et là, c'était beaucoup plus compliqué pour elle. Donc, c'est pour ça, même si ce n'est pas le bon diagnostic, même si on vous dit non, insistez. Moi, c'est parce que j'ai insisté et qu'il a refait l'examen qu'effectivement, il a vu quelque chose et m'a demandé de patienter. Et là, quand il m'a demandé de patienter en salle d'attente, je me suis dit, Sandrine, ça sent pas bon. Généralement, et effectivement, il m'a dit, va falloir faire une biopsie. Okay. Et là, vous avez je raconte même pas, je sais pas pour toutes les femmes comment ça se passe, mais vous êtes vraiment, moi je me trouvais dans un autre univers. Je me suis dit, c'est pas possible de vivre tout ça. Et puis les choses s'enchaînent, hein. Les choses s'enchaînent. Vous faites une biopsie, en plus en plein été, donc pas forcément de médecin présent. Première biopsie le 11, résultat le 18 août. Et là, le coup près con tombe, hein, et on vous dit c'est un cancer du sein. Et en plus, c'est un cancer génétique. Et en plus, c'est un gène BRCA1. Je dis, mais c'est quoi ce gène ça ? Et forcément, vous avez votre univers qui s'écroule. Hein.
Et à ce moment-là, comment tu te sens en fait quand tu prends cette nouvelle-là? À quoi tu penses en premier? Quelles sont un petit peu toutes ces pensées qui te traversent? La première chose que j'ai pensée, mes cheveux. Ok. Dans quel sens ça a été quoi justement cette pensée-là autour de tes cheveux? Eh ben, je me suis même pas dit ça va être dur, ça va être compliqué, ça va être long, ça va être ceci, cela. Je me suis dit je vais perdre tous mes cheveux. Parce que on connaît l'histoire de Samson et Dalila. Moi, mes cheveux, c'est ma féminité. Tu m'as connue, hein, tu as vu les cheveux que j'avais. Voilà, ça a été pour moi quelque chose, sur le moment, ça a été dur. J'ai pensé mes cheveux, ma famille, mon entreprise. Ok. Dans cet ordre-là. C'est bizarre, hein? Mais je me suis dit, je vais perdre mes cheveux, ça va être dur pour ma famille, et qu'est-ce qui va advenir de ma société? Alors je comprends totalement quand tu dis que la première chose à laquelle tu as pensé, c'est tes cheveux. Alors je pourrais pas du tout comparer parce que c'est vraiment deux choses qui n'ont absolument rien à voir, mais j'ai moi-même eu voilà, une santé mentale qui a été un petit peu difficile à un moment donné T, et ça m'a demandé en fait... Désolée, en fait c'est beaucoup d'émotions parce que je comprends en fait totalement ce que tu veux dire quand tu parles de ces cheveux, parce que finalement c'est notre carte d'identité. Surtout quand tu l'as dit, on passe sur une femme qui au départ se défrise. Il y a ce moment acceptation de soi. Moi j'ai accepté mes cheveux, je pense que j'étais en 2014-2015. Depuis je ne les ai plus jamais relissés, et en fait ça fait partie de moi, c'est mon identité, c'est ce qui me définit, c'est ma force au quotidien. Et donc forcément tout ce qui va venir impacter ma vie, ma santé mentale, des pathologies comme tu peux l'avoir, peut se ressentir au niveau de mes cheveux. Donc aujourd'hui, si tu regardes toute ma transition capillaire, tu es capable en fait de pouvoir déceler chaque étape en fait de ma vie. Et donc je peux comprendre qu'en fait à ce moment-là, quand tu entends cette nouvelle et que tu te dis bon bah ça y est, ça veut dire que d'ici quelques mois, je vais me retrouver avec une alopécie totale, de pouvoir se dire que bon bah c'est tout ce que je me suis construit en tant que femme, c'est toutes mes idées, c'est toutes mes pensées, c'est mon identité au plus profond de moi. En même temps, ça représente aussi ton image de marque. Tu es une marque capillaire, donc comme on peut le penser, c'est toi l'égérie première en fait de la marque. Donc forcément, du jour au lendemain, tu ne peux plus aussi pouvoir prôner ça. Donc je peux comprendre à 100% que ta première idée, ça a été ça, parce que c'est toi, mais la personne profonde qui est en toi. Bien sûr. Et puis, tu l'as si bien dit, surtout quand on a un cheveu texturé et qu'on mène un combat pour valoriser son cheveu et mettre en avant son estime de soi, ça passe automatiquement par nos origines ou nos cheveux, qui sont très caractéristiques. Et donc, effectivement, c'est un combat que j'ai mené, et j'avais l'impression que j'allais perdre un combat, justement. Perdre mes cheveux, c'était perdre un combat. Ah, je comprends. Recommencer ou reconstruire. Je comprends totalement. Moi-même, lors de cette partie un petit peu santé mentale difficile, j'ai décidé de tout couper. Parce que, comme on le dit, le dicton, une femme qui se coupe les cheveux, c'est une nouvelle personne qui renaît. Aujourd'hui, je reprends confiance en moi. C'est une nouvelle Naomi, donc j'ai envie de retrouver ma texture de cheveux. Et comme je disais là à une copine juste avant, j'ai hâte que mes cheveux poussent, parce qu'au plus ils poussent, au plus en fait au quotidien, c'est ma confiance en moi que je gagne. Donc sincèrement, je comprends que vraiment nos cheveux représentent qui nous sommes, et que forcément on a envie de pouvoir se sentir belle. On va en reparler encore un petit peu plus après, mais vraiment la partie estime de soi, confiance en soi, relation avec la féminité, c'est un sujet important, je pense. Complètement. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose pour ne pas dénigrer les personnes qui ont un cheveu court, parce que ce n'est pas la longueur qui compte, ni le volume. Totalement. C'est vraiment la qualité, la santé de son cheveu. Et quand je parlais de perdre son cheveu, c'est parce que effectivement j'y apportais une attention et un soin particulier, et que de les perdre, c'est se dire qu'on perdait effectivement tout ce qui avait été mis en place au préalable. Mais je suis la première à dire que le plus important dans un cheveu, ce n'est pas forcément le volume ou la longueur, mais sa santé. Totalement. Mais du coup, qu'est-ce que toi tu attends à ce moment-là vis-à-vis de ton entourage? Parce que c'est vrai que quand d'un coup on nous annonce ça, on ne sait pas vraiment quelle doit être notre place, comment on est censé accompagner la patiente, parce que finalement
on a beau dire je suis avec toi, je suis là, je comprends, mais finalement c'est une nouvelle qui nous est personnelle. Et comment en fait du coup qu'est-ce que tu attendais en fait justement de ta famille, de ton entourage lors de tout ce combat que tu vis au quotidien? Alors moi, je n'attendais absolument rien parce qu'on est une famille très soudée. Ok. Et donc, toute ma famille a été vraiment bienveillante, présente. Dès qu'on l'a su, on a créé un canal WhatsApp de prière. Et un dimanche, on s'est tous réunis avec mes tantes aux Antilles, ici, mes cousines. Et on a eu des moments de prière ensemble, justement, pour accompagner ce moment, pour accompagner ce combat. Et depuis, le canal de prière est toujours présent et tous les matins, on reçoit les prières et ça nous accompagne effectivement dans notre quotidien. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, les personnes essentielles étaient présentes. J'ai 2 enfants, 17 ans. Nila avait 16 ans à l'époque, mais 16 ans et 10 ans. Donc, fallait leur dire. Je trouvais que c'était essentiel de leur expliquer la situation, de leur dire. Donc, elles ont été au courant tout de suite. Et moi, j'ai tenu tête, j'ai tenu cette maladie pour que mes enfants aient à en souffrir le moins possible. Et là où je suis extrêmement fière, malgré les difficultés de toute cette année de cancer, c'est que je pense que mes enfants n'ont pas été atteintes par la maladie que j'ai eue. Ok, tu as réussi à les préserver un petit peu. Des moments où elles ont souffert avec moi, mais ça ne les a pas impactées dans leur vie au quotidien, dans leur vie avec leurs amis, dans leur évolution, voilà. Elles ont grandi, je pense, de la même façon qu'une autre enfant qui n'a pas un parent qui a une maladie. Je comprends ce que tu veux dire. Tu as réussi un petit peu à les préserver et en même temps à leur montrer quand même ce que c'est que ce combat au quotidien. Tu as su justement trouver le juste milieu. Oui, je pense, même si c'était très dur. Oui, j'imagine. Il y a même d'autres chefs d'entreprise, d'autres marques, on pourrait dire concurrentes, mais qui m'ont contactée et qui ont régulièrement pris de mes nouvelles, qui m'ont envoyé des présents, qui m'ont dit, ben voilà, nous, ton combat, c'est un des plus difficiles à mener, on veut te soutenir, etc. Et cette sororité, j'ai trouvé géniale parce que le fait d'en avoir discuté, d'en avoir parlé, ben, ça ouvre aussi le champ des possibilités. Ça a été compliqué en tant que chef d'entreprise d'en parler parce que j'ai une jeune marque auprès de partenaires banquiers ou autres, ça aurait pu être compliqué. Et le challenge a été effectivement de vivre cette maladie sans que ça soit vraiment une maladie impactante. Je trouve ça très beau d'avoir, de ce que tu dis sur cette sororité autour des autres marques, surtout les marques capillaires un peu plus ethniques, parce que finalement on a toutes des origines un petit peu communes, on a toute une histoire plus ou moins similaire, et je trouve que c'est intéressant de ne pas à ce moment-là montrer le côté concurrence, mais en fait de dire qu'on est toutes des femmes et que c'est un combat auquel on est toutes concernées. Donc je trouve ça très beau d'avoir justement eu cet engagement qu'elles ont pu avoir envers toi. Donc Sandrine, on a pu échanger avec toi toute la partie accompagnement au niveau familial, comment justement tu as annoncé cette nouvelle auprès de ton entourage. Je voulais maintenant pouvoir aborder avec toi un peu plus en détail la partie traitement. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait au moment où le diagnostic est posé, la prise en charge qui t'a été effectuée? Donc, tu nous as parlé de l'ablation des seins. Est-ce que tu as fait plutôt une chimiothérapie, une radiothérapie? Quels ont été un petit peu ton suivi protocole de soins? Alors, chaque cas est différent. Dans mon cas, comme c'est un cancer génétique qui progresse très rapidement, le but était de savoir est-ce qu'on commençait par la chirurgie ou est-ce qu'on commençait par la chimiothérapie. Dans mon cas, il fallait contenir parce que entre le moment de la biopsie et les tests suivants, il y avait une forte progression. Oui. Et donc, mon oncologue a préféré qu'on commence par de la chimiothérapie. On a commencé par une chimio un peu très forte, expérimentale, très forte. Et 3-4 jours après, j'ai fini à l'hôpital, aux urgences, en isolement, parce que j'ai fait une aplasie. Et donc, sans moi, ils n'ont pas voulu me faire peur, mais cette aplasie, c'est plus de défense immunitaire, plus rien.
Donc j'étais en isolement. Si on venait me voir, plus ou moins, tout du moins ma famille, hein, surtout essentiellement mon mari, c'était la combinaison de cosmonautes pour éviter la moindre complication ou autre. Et donc le but c'était de faire remonter mes globules blancs et d'autres paramètres pour que j'aille bien. Donc le protocole était simple, c'était 4 grosses chimios à raison d'une toutes les 3 semaines. Et après commencer par un traitement que tous les malades connaissent, qui est le Taxol, à raison d'une chimio toutes les semaines pendant 12 semaines. Donc moi, quand j'ai vu mon oncologue, je lui ai dit, bon, allez, ça va durer combien de temps cette histoire? Donc elle m'a donné un planning et dans ma tête, c'était clair et net, ça devait durer 8 mois, c'était bouclé. En juin, j'avais terminé avec l'histoire. Bon, malheureusement, bien entendu, ça ne se passe pas comme ça, puisque ayant fait l'aplasie, j'ai été hospitalisée, donc on repousse la chimio, on attend que vos défenses remontent. Les défenses ne remontent pas, donc on est obligé de vous donner des piqûres. On estime que vous êtes trop jeune pour avoir ce type de piqûres parce qu'il y a des risques plus tard de sclérose en plaques. Mais on le fait quand même parce qu'il faut avancer dans le traitement, parce que la tumeur grossit vite et qu'il faut absolument éviter que ça métastase. Hein. Et avant ça, avant l'opération, on vous place un petit appareil sous la peau qui va permettre la transfusion de la chimio. Donc avant, on considère, on piquait la veine, mais forcément les veines devenaient de plus en plus fragiles. Donc on vous pose un pack la veille de l'opération, de la chimio, pardon. Et moi, la première chose que j'ai dit au chirurgien, j'ai dit, écoutez, moi je suis d'origine afro-caribéenne, je fais des kéloïdes. J'ai eu une césarienne, j'ai eu 2 césariennes et j'ai fait des kéloïdes. Est-ce que vous pouvez faire attention à la cicatrisation? Et ce que je tiens à remarquer avec les médecins que j'ai rencontrés, je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, mais lorsque je parlais de mes kéloïdes, ils ont tous fait attention. Super. Il y a 10 ans, lorsque je parlais de kéloïdes, aucun médecin ne se souciait de savoir si une peau mate et métissée faisait des kéloïdes. Donc effectivement, ils ont fait attention à cela et ma cicatrice a très bien cicatrisé, donc j'ai pas fait de kéloïdes sur cette cicatrice. Et donc, tout simplement, la chimio se déroule sur plusieurs temps. On vous met plusieurs produits. Un premier pour nettoyer un petit peu, un autre qui vraiment la chimio. Enfin, il y a plusieurs temps de rinçage, entre guillemets. Et on vous donne tous les aléas de cette chimio. Donc, les nausées, la perte de cheveux. Donc moi j'avais pris le devant et je m'étais coupé les cheveux très courts. Je m'étais fait une jolie coupe toute seule. Hein. Samedi matin, j'allais à un salon professionnel et j'ai pris la paire de ciseaux et la tondeuse et j'ai commencé à me couper les cheveux. Mon mari est entré dans la salle de bain et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, bah, je coupe mes cheveux. Il me dit, non, tu peux pas faire ça toute seule. Et donc il est venu, il m'a aidé. Ma grande Nila de 17 ans, enfin 16 ans à l'époque, est venue également. Et on a fait ça à 3. On a coupé les cheveux à 3. Et quand mon oncologue m'a vue, je lui ai dit, vous avez vu ma nouvelle coiffure? C'est bien. Elle me dit, oui, mais c'est pas assez. Je dis, comment c'est pas assez? Elle me dit, faut couper encore plus court. Je dis, plus court que ça. Et au final, je les ai coupés à peu près de cette longueur-là. Et elle m'a dit, de toute façon, ça restera pas très longtemps. Et effectivement, dès qu'ils ont commencé à tomber, j'ai fait un shampoing et j'avais les mèches dans les cheveux et mon mari et ma fille ont continué à raser la tête un soir de ma deuxième chimio. Et là, il n'y avait plus rien. J'étais lisse. Alors, je suis, très touchée par tout ce que tu partages et vraiment merci de vraiment nous partager tout ça, nous partager ton intimité parce que c'est aussi ce qui nous permet en fait de pouvoir mieux comprendre un petit peu ce quotidien-là parce que j'ai l'impression que on nous sensibilise beaucoup sur le cancer du sein mais sans vraiment nous expliquer que ce qu'il est réellement et comment on le vit au quotidien. Et grâce à ce que tu nous partages là, ça nous permet en fait de nous mettre un tout petit peu à ta place, en tout cas de pouvoir un peu plus comprendre ton quotidien, ce que tu vis. Et en tout cas, j'espère que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo seront tout autant touchées et sensibilisées que moi. Mais je trouve ça en tout cas très beau et admirable
que tu aies eu toute ta famille qui t'ait vraiment accompagnée à chaque étape. Et ça me fait forcément penser à toutes ces femmes qui peuvent être seules, tu vois, enfin, des mamans célibataires, des personnes plus âgées qui ont perdu leur famille. Et je me dis qu'elles, elles sont vraiment seules à ce moment-là. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'on doit encore plus ressentir en fait lorsque ça nous arrive, toutes ces étapes-là en fait. Bien sûr. Mais ce qui était assez marrant, c'est qu'à la fin, quand j'avais plus mes cheveux, ma deuxième, Héloïse, de 11 ans, m'a regardée, elle m'a dit « Oh, maman, tu ressembles à une super héroïne. » Je dis « Ah bon, je ressemblais à qui ?» Et elle a un personnage qu'elle affectionne beaucoup, qui est dans une série qui passe sur une chaîne dont je ne vais pas faire la pub, qui s'appelle Stranger Things. Et elle me dit « Tu ressembles à 11, le personnage de la série qui a des super pouvoirs. » Et c'est en ça que je dis que mes enfants n'ont pas été forcément touchés par la maladie. C'est qu'on a vraiment essayé de trouver des moments d'autodérision ou de s'adapter, voilà, vraiment de s'adapter avec la maladie. C'est vraiment beau, ça montre aussi que, et justement c'est ce que nous disait donc une des filles du micro-trottoir, que parfois l'accompagnant, en tout cas la personne qui vit ça aussi à travers toi, peut aussi aborder ce côté autodérision. C'est que parfois il ne faut pas être toujours dans le côté sérieux, prévention, ça va aller, t'inquiète pas, courage, mais peut-être de venir apporter un petit peu de baume au cœur avec des petites blagues, même si parfois elles peuvent être un petit peu mal placées. Ça permet de dédramatiser un petit peu la situation, d'apporter un petit peu de joie au quotidien, et je pense que ça peut faire du bien. Complètement, complètement. Et c'est important. Les aidants sont très importants dans la suite des choses. Moi, j'ai la chance de vivre à ce moment-là. On a un projet familial. Et pour ce projet, on a emménagé avec ma mère et ma belle-mère. Et donc, je ne me suis jamais retrouvée seule à la maison. Okay. Mon mari a repris les rênes de l'entreprise avec le reste de mon équipe. Et donc, je n'étais jamais seule à la maison. J'avais toujours ma mère et ma belle-mère avec moi. Et les aidants sont très importants lors de ce parcours de combattant, parce que même si on est seul à vivre cette maladie, c'est un jour le discours que mon mari m'a tenu quand j'avais des moments où je craquais. Il me disait je peux pas ressentir ce que tu as parce que tu es la seule à le vivre, mais en tout cas on est à côté, on est à tes côtés en tout cas pour te soutenir. Et c'est vrai que c'est une maladie que l'on vit seul. On vit seul parce que toutes les personnes autour ne peuvent pas sentir les douleurs, les souffrances que l'on reçoit, qu'on le ressent. J'ai pas eu de problématique de nausées, de tout ce qu'on nous dit au niveau de cette maladie. Alors oui, j'ai eu des sensations, mais je me suis pas laissée emporter par ça. J'avais pas envie de prendre des médicaments. J'avais envie vraiment pas de supporter, mais voilà, d'accepter qu'il y avait effectivement ces modifications au niveau du goût, de la sensibilité de certains aliments, des nausées, etc. Donc je les ai acceptées, elles étaient là, et j'ai fait avec. Et j'attendais qu'une chose, le Taxol, parce qu'on m'a dit, tu vas voir, le Taxol, c'est finger in the nose, pas de problème, tu ressens quasiment rien, etc. Ah ben, j'ai eu tous les aléas des problèmes qu'on peut avoir avec le Taxol. Ah mince. J'ai eu la chance, dans mes abonnés sur ma page Instagram, d'avoir une socio-esthéticienne qui a pris le temps de m'expliquer pas mal de choses et qui m'a expliqué qu'il fallait, lors de ce traitement, que je fasse très attention aux produits que j'appliquais sur ma peau, donc les crèmes, bien s'appliquer des crèmes sur le visage, sur la peau, le vernis à base de silicium pour éviter effectivement les décollements des ongles. Sauf que j'ai une petite anecdote, c'est que j'ai, au moment où j'ai eu mes 2 cancers, reçu 2 prix. Le premier, c'était Innovation Outre-mer, que j'ai reçu l'année dernière au mois d'octobre, donc il y a tout juste 1 an. Et le second prix m'a été donné par la Chambre des métiers de l'artisanat, meilleur artisan de la Seine-Saint-Denis. Et en me rendant à cet événement, je prends un taxi, en me rendant à cet événement, je sors du taxi, je referme la porte et j'oublie qu'il y a mon doigt. Et là, je referme la porte sur mon doigt de la main gauche. Et j'ai mon ongle qui gonfle et là, je sens que je vais tomber dans les pommes. Je vais avoir un malaise. Alors, ça a eu lieu au siège d'une grande banque. Donc, je rentre et tout de suite, on me voit, on me dit « ça va pas ». Je dis « est-ce que vous avez un service, une infirmière ou quelqu'un ?» Et je vais tomber dans les pommes.
Et donc, tout de suite, l'infirmière me reçoit. Je lui explique, je dis, voilà, j'ai un cancer, je suis une chimio. Et là, je viens de refermer la portière de la voiture du chauffeur du taxi sur mon doigt et j'ai plus d'ongles. Et elle me regarde tout de suite, elle me met une poche de froid, etc. Et si on regarde les photos de cet événement, à aucun moment on ne voit que je souffre. À aucun moment on voit que je cache mon doigt pour pas me montrer ce qui venait d'arriver. Et le problème, c'est que mon doigt, celui-ci, il vient tout juste de guérir, il a repoussé, mais il a mis quasiment 1 an à repousser, à être correct. Et j'ai eu un deuxième événement où j'ai perdu aussi l'ongle de mon orteil. Et j'ai dû être là, cette fois-ci, hospitalisée. On m'a opéré de l'orteil. Et je crois que même à mon pire ennemi, je lui conseillerais pas de subir cette opération. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie. C'est horrible quand on vous arrache un ongle. Au réveil, ça a été vraiment très difficile. Et ce qui était marrant ou pas, c'est qu'au départ, on m'a dit « Oh, le Taxol, vous allez voir, c'est facile, il n'y a pas de problème, etc. » J'ai eu des démangeaisons tous les jours. Donc, j'avais le corps qui me grattait. On m'a dit que j'avais, je sais pas, la peste ou autre. Donc, tous ces inconvénients, je les ai eus. Par contre, les conseils d'une socio-esthéticienne, c'est vraiment essentiel parce qu'effectivement, je n'ai pas eu de problème de peau. Alors, j'ai eu effectivement des petits problèmes de peau, mais encore pour la deuxième anecdote, le jour de l'opération de mon pied, l'anesthésiste, une femme qui venait aussi de combattre un cancer, et elle me regarde et elle me dit vous avez un cancer, vous Je lui dis oui. Elle dit mais votre peau, elle est nickel, il n'y a pas de problème. Je dis ah bah, j'ai eu de très bons conseils et j'ai appliqué de très bons produits. Alors c'est une marque qui est récente sur le marché, qui propose des produits pour les personnes qui ont des cancers, mais très naturels. Les deux fondatrices ont également sorti du même groupe de cosmétiques dans lequel je travaillais. Et vraiment, la composition est clean. Et c'est vrai que j'ai utilisé ces produits-là et j'en étais ravie parce que ça a vraiment bien préservé la qualité de ma peau. C'est super important ce que tu dis parce que tu vois, moi je suis du coup docteur en pharmacie et j'avais pas forcément conscience, tu vois, qu'il existait des socio-esthéticiennes. Donc c'est vraiment là où j'ai vraiment voulu moi m'intéresser davantage lors de Octobre Rose. Donc on voit qu'il y a quand même intérêt aussi à ça, à vraiment comprendre un petit peu plus le quotidien, voilà, des patientes avec qui elles étaient accompagnées, les professionnels de santé avec qui elles pouvaient échanger. Et c'est là vraiment que je comprends en fait, surtout en discutant avec l'association Les Amazones en Martinique, qu'il y a vraiment tous ces ateliers qui sont mis en place pour accompagner les patientes ayant eu un cancer. Et en fait, je découvre le rôle des socio-esthéticiennes et je le trouve tellement remarquable parce qu'elles apportent le côté soin, elles apportent le côté esthétique, elles sont là pour vraiment partager de bons conseils. Elles sont aussi là pour tout ce qui est valorisation de soi, le fait de pouvoir parler à quelqu'un. Donc je trouve qu'elles ont vraiment un rôle clé. Donc ça, c'est vraiment important pour moi et c'est quelque chose que je veux absolument en tout cas découvrir lors de ce mois, pour le coup, d'octobre. Donc justement, je vais pouvoir avoir la chance de pouvoir vivre un petit peu un atelier comme celui-ci avec les Amazones. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est toutes les complications cutanées qu'on peut avoir, pour lequel je n'étais par exemple pas du tout formée. C'est vraiment là, en tout cas dans le temps d'Octobre Rose, que j'ai vraiment contacté différents laboratoires et je me rends compte qu'effectivement, il y a des pathologies qui sont spécifiques, il y a une acné qui est différente, il y a l'apparition de plaques rouges qu'on peut avoir, une sécheresse cutanée, décollement des ongles. Donc il y a plein de pathologies qui vont être vraiment spécifiques aux patients qui ont en fait justement des traitements radiothérapie, chimiothérapie. Et c'est intéressant aussi de pouvoir être formé dessus pour vous accompagner parce que vous êtes aussi ces patientes qui arrivent au comptoir et qui peuvent aussi nous demander des conseils. Et c'est important qu'on puisse être capable de vous répondre et en même temps, comme tu l'as dit, d'offrir aussi des gammes de produits qui sont dédiés à des personnes qui ont eu cancer parce que ça demande une formulation qui soit très clean, qui soit naturelle parce que l'objectif, c'est de ne pas venir ajouter des actifs qui peuvent stimuler les cellules métastasiques. Donc aujourd'hui, on voit vraiment des femmes qui assument aussi cette opération. Même dans les défilés de mode, c'est aussi mis en avant des femmes qui ont un sein ou qui ont une ablation totale. Aujourd'hui, toi, tu as pu nous partager comme quoi tu as fait une prothèse.
Comment on se sent un petit peu au moment où on prend cette décision par rapport à notre relation? Est-ce qu'on pense à notre féminité? J'imagine qu'on pense peut-être plus à se sauver. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on a ce choix qui nous est proposé? Le médecin me propose, la gynécologue chirurgienne, hein, parce que c'est une femme ce sont deux femmes qui m'ont opérée. Dans mon parcours de soins, ce ne sont que des femmes qui m'entourent. Donc, mon oncologue est une femme. Et les deux chirurgiennes qui m'ont opérée sont des femmes également. Et lorsqu'elle m'a proposé le panel de possibilités, elle m'a dit « Oh, vous avez du temps, on n'est pas pressé, vous pouvez réfléchir, on peut faire un sein aujourd'hui, le deuxième dans 6 mois, les ovaires l'année prochaine. » Et je la regarde et je lui dis « Mais on ne peut pas tout faire en même temps ?» Elle me dit « Oui. » Après, vous pouvez prendre le temps de réfléchir, hein, c'est vous qui voyez. Je dis non, non, c'est tout réfléchir, on fait tout en même temps. Elle me dit, vous savez, il y a des gens qui préfèrent en parler avec leur conjoint ou autre. Je dis non, non, je me suis renseignée avant. Oui, ça c'est aussi un de mes côtés, c'est que dès que j'ai su pour la maladie, j'ai lu tout ce qui était possible et imaginable. Des fois, il ne faut pas faire ce genre de... Oui, je dirais ça quand même, parce que Google n'est pas votre meilleur ami. Au contraire, c'est celui qui vient tout accentuer. Mais j'ai cherché les informations et je me suis dit, on a cette chance aujourd'hui que les chirurgiens prennent en compte le malade et sa féminité. Quand ma tante a été opérée, sa première opération, elle avait 30 ans, ma tante a plus de 60 ans maintenant. On ne parlait pas d'elle en tant que femme, mais de patient. Pas patient, mais patient. Elle a eu l'ablation du sein, il n'y a pas eu de reconstruction tout de suite, ça a été fait quelques années après. Mais la chose, la priorité pour le chirurgien ou l'oncologue, c'est de traiter la maladie et pas de prendre en compte la psychologie de la patiente. Et ça, c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, là, en l'occurrence, j'ai été traitée à l'Institut Curie, on prend le patient avec ses besoins et éviter qu'il y ait le moins de négativité dans son parcours de soins. Et moi, c'était important. J'avais 47 ans. Je me suis dit, j'ai déjà 2 enfants, un troisième qui s'appelle Kaya Nature qui prend tout mon temps. Je ne vais pas faire d'autres enfants, donc les ovaires, je ne vais pas en avoir besoin. C'est bon, on peut les retirer. Mais ma féminité, elle est importante. Donc, s'il y a une possibilité effectivement de reconstruction immédiate, pourquoi pas? Et j'ai signé tout de suite, j'ai dit on y va, il n'y a pas de problème. Et elle me dit, bah écoutez, on regarde la date, ça sera le 18 avril, c'est le jour de la Saint Parfait. Et je lui ai dit, bah c'est parfait. Ça s'est fait comme ça. Et tu n'as pas eu de complications et aujourd'hui c'est quelque chose que tu vis de façon au moins, je dirais pas épanouie, mais au moins ça te permet de pouvoir quand même avoir cette sensibilité, cette féminité, même si ça reste du coup une prothèse. Alors, malheureusement, il y a des complications, effectivement. Ok. Je dois croire que les 2 ou 3% de risques qu'on découvre sont faits pour moi. J'ai malheureusement, à la suite de la radiothérapie, parce que j'ai eu 5 semaines et demie de radiothérapie qui ont eu lieu tout le mois de juillet et août. Un sein, celui où il y a eu le cancer, qui est en train de nécroser. Et donc, il y a sous surveillance. Parce que les hématomes ne se sont pas résorbés, ils mettent énormément de temps à se résorber. Et malheureusement, ça a très tendu ma peau. Et bien entendu, les peaux noires et métissées, on a beaucoup de dire que ce sont des peaux qui sont solides, mais c'est les plus fragiles au monde. Et j'ai malheureusement un trou qui s'est formé avec un début de nécrose. Et donc, il y a une surveillance avec un risque de me faire opérer, alors qu'une opération ne peut se faire que dans 6 mois. Et ce risque d'opération, si on le fait, c'est le retrait de la prothèse et une impossibilité d'en remettre une autre. Ok, je comprends. Donc, voilà, c'est la dernière nouvelle que j'ai depuis 10 jours. Je la partage en toute transparence parce que c'est comme ça que je suis. Mais c'est vrai que c'était encore un énième down pour moi d'apprendre cela. Je comprends totalement. D'où le fait que tu es une femme qui m'inspire beaucoup, que je trouve très combattante. Et je suis une fois de plus très touchée par ce que tu nous partages. Et je t'admire beaucoup dans le sens où, et en tout cas du moins c'est ce que j'espère, c'est que ça montre aussi que tout n'est pas vraiment tout beau tout rose, que parfois on peut communiquer sur quelque chose mais que derrière on n'est jamais à l'abri d'une énième mauvaise nouvelle et que
et que c'est pas pour autant, voilà, même si c'est compliqué, mais tu nous montres en fait que finalement c'est un combat qu'on peut quand même mener de front, même si c'est pas évident au quotidien, mais comme tu l'as dit, l'entourage est là et derrière c'est à nous de pouvoir en fait tout faire pour survivre en fait à ça, parce qu'on a une famille, on a un entourage. Et au-delà même pour ça, c'est pour sa propre vie. Donc garder espoir et garder courage, quoi qu'il advienne. Exactement. Alors du coup, on va toucher à la fin de cet épisode. En tout cas, je te remercie beaucoup de toute cette transparence, de toute cette sensibilité, de ce partage de ton intimité et de ton histoire. Si tu aurais un petit mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir partager comme conseil, comme anecdote ou peu importe, quelque chose qui peut te toucher, qui pourrait peut-être aider une femme qui regarderait cet épisode? Lorsque j'ai annoncé à mon entourage ou à des amis pour mon cancer, la première chose qui ressortait, c'est « Pourquoi toi ?» Et effectivement, je me suis posé la question, pourquoi moi? Je mène de front une entreprise, c'est pas évident, créer une marque à partir de rien, la développer, la faire monter alors que on n'avait pas d'accompagnement. Je ne l'ai pas précisé, mais j'ai pas eu d'accompagnement de banque, j'ai dû tout créer de A à Z. Donc ça a été un très long combat. Je suis une femme issue de la minorité. Donc j'ai deux points négatifs chez moi, donc minorité femme, et je propose des produits pour des cheveux texturés. Donc là, j'ai perdu tous les banquiers que j'ai rencontrés sur mon projet. Et donc, quand ils me disent pourquoi moi, je disais mais pourquoi pas? Ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui. Pas seulement à moi parce que je suis une femme d'entreprise et que j'ai l'air d'avoir un caractère, souvent on dit que je suis quelqu'un qui reste sur ses positions, qui sait ce qu'elle veut, ça arrive à n'importe qui. N'importe qui peut être touché. Donc la sensibilisation, l'autopalpation, c'est le premier geste pour sauver sa vie. Et c'est ce qu'on retiendra surtout de cet épisode, c'est vraiment la prévention, une fois de plus, parce que ça sauve une vie, comme tu l'as dit. Pourquoi pas moi, pourquoi pas nous toutes? Finalement, on est toutes concernées par ça. On dit que l'âge moyen, c'est à peu près 50 ans. Moi, on a forcé ma mère à aller faire sa mammographie avec ma petite sœur en lui disant « c'est important, il faut que tu le fasses ». Mais finalement, c'est même aussi aujourd'hui à nous toutes, plus jeunes, plus matures, de venir faire tous ces gestes et d'être vraiment conciliantes dans cette prévention parce que plus il est pris tôt, et mieux on a des chances justement de pouvoir être sauvé. Donc l'idée c'est de ne pas le découvrir quand il est au stade 4 métastasique, mais plutôt de venir le découvrir au moment où il y a juste des petites cellules anormales, au moment où c'est juste une tumeur, et de venir justement apporter les bons soins pour éviter que ça puisse se propager et que ça puisse devenir beaucoup plus grave. Donc effectivement très très important. Des fois c'est rien, hein. Des fois ça peut être juste... c'est pas forcément lié à un cancer, mais le fait au moins de s'écouter et de se regarder, c'est hyper important. Je pense que c'est pour ça aussi que ce cancer fait beaucoup de dégâts, c'est que malheureusement c'est un cancer qui touche à la féminité, et, aussi bien visuel que physique. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire de la prévention, aussi bien à soi-même mais son entourage. J'ai eu beaucoup de témoignages à la suite de mon annonce de personnes qui m'ont dit « Ah bah ça fait 2-3 ans que je ne vais plus voir mon gynécologue. Quand j'ai vu ton témoignage, je me suis dit c'est peut-être le moment d'y aller, etc. » Et de voir des personnalités, l'année dernière, ce qui m'avait beaucoup émue, c'est de voir aussi beaucoup de personnalités de la télévision parler de leur cancer, alors qu'avant, elles n'en parlaient pas forcément et qu'on voyait plutôt des malades lambda. Voir des personnalités publiques, je pense que ça peut aussi apporter auprès des personnes une attention plus importante. Parce qu'elles se disent, souvent, les personnes qu'on voit à la télé semblent intouchables. Totalement. Et pourtant, elles sont comme tout le monde. Et elles ont aussi des maladies qui sont parfois des cancers. Et ça me donne envie de rajouter peut-être juste un point, mais si lors de ce geste d'autopalpation, vous ressentez quelque chose, en fait, il ne faut pas avoir peur de faire la suite.
Parce que justement, c'est pour ça que vous avez pu voir à travers cet épisode, j'ai vraiment essayé de retracer un petit peu de l'autopalpation jusqu'au traitement, parce que c'est aussi ça. Des fois, on est là, on va se toucher, on va sentir un truc, et on imagine directement toutes les conséquences que ça peut avoir, et on va retarder en fait justement une mammographie, une radio, une biopsie pour pouvoir analyser ce que c'est. Ça peut être quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec un cancer, ça peut être quelque chose de bénin. Parce que j'ai eu parfois plusieurs ganglions et vous avez des adénofibromes. Adénofibromes, j'ai oublié le terme. Parfois, c'est rien du tout. Totalement. Ça demande juste un suivi. C'est pas cancéreux. Donc, c'est pour ça que c'est important, même le moindre petit doute, gynécologue, examen. On a cette chance et c'est aussi ce qui m'a rassurée, moi, dans mon parcours. Nous sommes dans un pays qui prend en charge les examens. Totalement. Moi, dans mon cancer, je suis prise en charge à 100%. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter de mon traitement. Là, je suis un traitement médicamenteux de prévention qui est très coûteux, qui vient d'arriver sur le marché français, qui était en test avant. Si j'étais aux États-Unis, peut-être que je n'aurais jamais pu me procurer ce traitement. Donc le fait d'être en France et d'avoir une prise en charge à 100%, je vous assure que c'est un point en moins dans le traitement de sa maladie. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on a aujourd'hui, nous, en France. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance à critiquer la France, etc. Mais en tout cas, sur tout ce qui est le système de santé en France, on fait vraiment partie des pays leaders parce qu'on peut accompagner, en fait, tout type de personnes. Ce sont des traitements qui ne sont pas réservés aux plus riches. Aujourd'hui, on peut être dans la classe moyenne et avoir accès à un bon traitement. Et ça, c'est une chance. C'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Totalement. En tout cas, je vous encourage, vous qui avez pu regarder ou écouter cet épisode, à vraiment aller suivre la page Instagram de Sandrine, de suivre toute son actualité, parce que comme elle a dit, elle fait beaucoup de prévention au quotidien. Elle nous partage aussi un petit peu son histoire et ça peut nous toucher, nous sensibiliser. Donc n'hésitez pas vraiment à le partager. Ne gardez pas ça pour vous, mais partagez-le en fait à l'ensemble de votre famille, de votre entourage, proche ou lointain, parce que finalement, comme j'ai pu le voir au micro-trottoir, on ne peut pas se douter que dans une pièce, on peut avoir autant de personnes qui peuvent être concernées de près ou de loin par cette pathologie. Je vais mettre aussi la page Calia Nature. Ce sont des produits avec une composition top, comme elle a pu le dire. On aura l'occasion de rentrer encore plus en détail. Donc ça vous permet d'avoir une solution pour tout ce qui est soins capillaires. Et bien évidemment, ma page où vous allez pouvoir retrouver un ensemble d'actualités autour des peaux noires et métissées. En tout cas, Sandrine, je suis très contente d'avoir pu faire cette vidéo avec toi. Tu es la première en plus à distance. On a pu tester ça ensemble, totalement. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pu avoir à mes côtés des personnes présentes en Martinique. Il faut savoir qu'avant même que je lance mon émission, j'avais envie de pouvoir t'interviewer. Et c'est vrai que là, j'ai pensé à toi encore plus dans ce contexte-là, parce que je me dis, ça permet de mettre en avant Calia Nature, parce que pour moi, c'est important de le faire par rapport à l'histoire de la marque, la composition, la pharmacopée, comme on l'a pu le faire, mais aussi toi en tant que femme, parce que, comme je l'ai dit, tu as toujours été quelqu'un qui m'a inspirée. J'avais envie de pouvoir te mettre en avant dans mon émission. Merci. Et puis, ça permettra de voir que mes jolies bouclettes reprennent vie. Totalement. Grâce aux produits Calia Nature. Et que, du coup, je me redécouvre avec les cheveux que j'avais enfant. Donc, c'est une renaissance. Est-ce qu'ils ont une texture un petit peu différente par rapport à ce que tu avais avant? Alors, ils ont eu une texture différente. Effectivement, ils ont repoussé de façon très fine, une texture que je ne connaissais pas, avec une couleur un peu grisâtre. Et mon infirmière m'a conseillé de raser à nouveau. Donc, raser une deuxième fois, je me suis dit non, pas possible. Et encore une fois, j'ai fait toute seule. J'ai pris le rasoir de mon mari, j'ai tout rasé. Et en moins de temps qu'il n'en fallait, ils ont repoussé. Et je les trouve d'une texture plus solide qu'avant. Ok. Alors, il faut savoir que j'ai quand même une alopécie. Une alopécie à l'arrière de la tête qui avait la forme d'un cœur. C'était assez marrant. Ça poussait tout autour, mais à cet endroit-là, ça avait du mal à repartir. Donc, j'ai utilisé les produits. Et là, on pourra le constater, plus d'alopécie. Okay. Du tout. Et donc, c'est ce que je dis, quand on a de bons produits, et que ce sont des produits qui sont sains, qui ne vont pas altérer votre santé, le cheveu, surtout le follicule pileux, il retrouve il est bien implanté dans une bonne terre, il repart et la qualité est bien meilleure. Bon, super, en tout cas, ils sont très beaux.
J'ai hâte de pouvoir avoir l'occasion de te revoir et de pouvoir échanger davantage avec toi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a tous plu, vous a touché tout autant qu'il a pu me toucher. Vraiment, je te remercie une fois de plus d'avoir accepté de tourner ce nouvel épisode avec moi. Et on peut te souhaiter, je pense, que le meilleur, beaucoup de bonnes choses, en espérant que voilà, les mauvaises nouvelles que tu as pu nous partager juste avant puissent aller au mieux. En tout cas, on reste connectés, hâte de pouvoir découvrir tout ce que tu vas pouvoir nous partager. Et donc, on se retrouve dans le prochain épisode, cette fois-ci avec une kiné, où on va parler de tout ce qui va être la grossesse et le postpartum sans tabou. Donc, on va parler de l'âge des cheveux jusqu'aux pieds, sur toutes les pathologies, sur toutes les petites problématiques que l'on peut avoir au quotidien. Donc, restez connectés, ça va être un épisode juste incroyable. Et je te dis à très vite. À très vite et merci pour l'invitation. En tout cas, ça m'a beaucoup touchée. À bientôt. À bientôt.